À la une de l'actualité, au Mali, le Premier ministre Soumaïlou Boubeï Maïga a présenté sa démission, ainsi que celle de ses ministres au chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta, qu'il a accepté. Au 14e jour du sit-in, des milliers de personnes étaient toujours rassemblées devant le QG de l'armée à Khartoum, au Soudan, pour réclamer l'instauration d'un pouvoir civil dans le pays. Et puis au Soudan du Sud, les maladies sont aussi mortelles que la guerre. Pour les habitants, le plus grand danger est souvent de ne pas avoir accès à un médecin. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. Bienvenue à tous. Au Burkina Faso, l'ancien président Blaise Compaoré a adressé une lettre à l'actuel président Roch Marc Christian Kaboré. Dans ce courrier, Blaise Compaoré, en exil en Côte d'Ivoire depuis sa chute en 2014, fait part de sa disponibilité à soutenir son pays en proie à des problèmes sécuritaires réguliers ces derniers mois. Seulement à ce jour, peu de détails ont filtré sur le contenu de cette lettre, datée du 29 mars et réceptionnée par la présidence le 12 avril dernier. Mais plusieurs sources proches de l'entourage de Blaise Compaoré voient à travers ce geste une volonté de ressouder les rangs autour d'une union sacrée contre le terrorisme. Au Mali, le Premier ministre Soumaïlou Boubeï Maïga a présenté ce jeudi sa démission au chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta, qu'il a accepté. La démission du Premier ministre fait suite à une motion de censure déposée ce mercredi contre son gouvernement par des députés de l'opposition et de la majorité. En poste depuis près de 16 mois, le Premier ministre malien Soumaïlou Boubeï Maïga a présenté sa démission ainsi que celle de ses ministres au président Ibrahim Boubacar Keïta. Ce dernier a d'ailleurs accepté sa démission et l'a remercié pour sa loyauté et son sens élevé des responsabilités. La démission du Premier ministre, à qui il est reproché notamment sa gestion de la situation sécuritaire, intervient à quelques heures de l'examen par l'Assemblée nationale d'une motion de censure du gouvernement déposée ce mercredi par des députés de l'opposition, mais aussi de la majorité. Selon la présidence, un Premier ministre sera nommé très prochainement et un nouveau gouvernement sera mis en place après consultation de toutes les forces politiques de la majorité et de l'opposition. Lors d'une allocution radio-télévisée ce mardi soir, le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé l'ouverture d'une concertation nationale du 23 au 28 avril avec les forces politiques et sociales sur le projet de révision constitutionnelle qui doit être soumis au référendum. Des milliers de Soudanais étaient rassemblés ce vendredi devant le quartier général de l'armée à Khartoum. Ce faisant, ils accroissent la pression sur les nouveaux dirigeants militaires, appelés à transférer rapidement le pouvoir à une administration civile. Déterminés à maintenir la pression sur le Conseil militaire de transition afin qu'il transfère rapidement le pouvoir à une administration civile, les Soudanais campent depuis le 6 avril dernier devant le QG de l'armée dans le centre de Khartoum. Ce vendredi, des milliers de personnes étaient toujours rassemblées là. Il y a 4 mois, jour pour jour, un mouvement populaire a commencé au Soudan pour protester au départ contre le triplement du prix du pain dans un pays à l'économie exsangue. Le mouvement s'est ensuite rapidement transformé en contestation contre le général Omar El-Béchir, qui a été destitué le 11 avril dernier par l'armée après près de 3 décennies au pouvoir. Depuis son renversement, un conseil militaire de transition dirigé par le général Abdel Fattah al-Burhan a pris le pouvoir et a résisté jusque-là aux appels des manifestants à le transférer à une administration civile. Ce jeudi, les routes menant au secteur étaient noires de monde après un appel à la mobilisation lancé par des militants sur les réseaux sociaux. En Libye, l'émissaire de l'ONU, Ghassan Salamé, a mis en garde ce jeudi contre un embrasement généralisé après le lancement par le maréchal Khalifa Haftar d'une offensive sur Tripoli. Selon le diplomate onusien, cette offensive a été encouragée par les divisions internationales. Dans un entretien exclusif accordé à l'agence France Presse à Tripoli, Ghassan Salamé a estimé que l'offensive lancée le 4 avril dernier par l'armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar contre la capitale avait abouti à une impasse militaire.
L'émissaire de l'ONU qui a estimé que cette offensive a été encouragée par les divisions internationales a mis en garde contre un embrasement généralisé en Libye. Selon lui, ces divisions internationales existaient avant l'attaque et elles ont encouragé le maréchal Khalifa Haftar à se lancer à la conquête de Tripoli. À la demande de l'Allemagne, le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu une nouvelle réunion à huis clos ce jeudi pour étudier le chemin à suivre face à la crise libyenne. Cette réunion intervient après l'échec d'un projet de résolution soumis par Londres et qui réclamait un cessez-le-feu. Depuis le 4 avril dernier, au moins 205 personnes ont été tuées et 913 blessées selon un dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé. L'Organisation internationale pour les migrations a, elle, fait état mercredi de 25 000 déplacés. Mercredi, le département des affaires humanitaires de l'ONU a annoncé le déblocage de 2 millions de dollars pour une aide humanitaire d'urgence à destination des civils pris au piège dans les combats. Allons à présent au Bénin où Kazmi Péjor, le journaliste spécialiste des questions d'économie, chroniqueur sur Sika TV et directeur de publication du journal La Nouvelle Économie, interpellé ce jeudi, est toujours aux mains de la police béninoise. Son avocat conseil revient sur son arrestation et la suite de la procédure enclenchée contre lui. J'étais surpris quand je me rendais à la brigade. J'ai pensé que les faits pour lesquels il avait été interpellé, sinon il a été interpellé, n'étaient pas en rapport avec l'exercice de sa profession de journaliste. Malheureusement, je confirme que ce sont des faits qui sont en rapport avec son activité de journaliste. Donc, ce sont des articles de journaux qui sont en cause. Il a été interpellé à son domicile pendant qu'il était avec sa famille. Je regrette qu'il ait été interpellé sans même qu'au préalable, on lui a donné la chance de prouver sa bonne foi. M. Kazmi Péjor est un journaliste bien connu de la place, qui n'a pas d'antécédent judiciaire. Il aurait fallu, pour le respect des droits de la défense, et en raison de ce que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'une condamnation puisse établir sa culpabilité, il aurait été plus simple de lui adresser au moins une toute petite convocation à une date à laquelle il aurait pu se présenter. C'est dommage, mais le mal est déjà fait. L'enquête se poursuit. Il a été auditionné, sa garde à vue lui a été notifiée, sauf s'il y a de nouveaux éléments qui nécessitent la prolongation de la garde à vue. En principe, quand l'enquête est terminée, on doit le présenter automatiquement au procureur de la République. Donc, a priori, demain, il devait être présenté au procureur de la République qui va décider soit d'un classement sans suite, d'une poursuite avec convocation ou d'une poursuite avec un mandat de dépôt. Les images de guerre, de viol, de déplacement sont légion lorsqu'on évoque le Soudan du Sud, ravagé par une guerre civile amorcée en 2013 dans un contexte de rivalité politique. Mais pour les habitants, le plus grand danger est souvent de ne pas avoir accès à un médecin. Déterminé à maintenir la pression sur le Conseil militaire de transition, afin qu'il transfère rapidement le pouvoir à une administration civile, les Soudanais campent depuis le 6 avril dernier devant le QG de l'armée dans le centre de Khartoum. Ce vendredi, des milliers de personnes étaient toujours rassemblées là. Il y a 4 mois jour pour jour, un mouvement populaire a commencé au Soudan pour protester au départ contre le triplement du prix du pain dans un pays à l'économie exsangue. Le mouvement s'est ensuite rapidement transformé en contestation contre le général Omar El-Béchir, qui a été destitué le 11 avril dernier par l'armée après près de 3 décennies au pouvoir. Depuis son renversement, un conseil militaire de transition dirigé par le général Abdel Fattah al-Burhan a pris le pouvoir et a résisté jusque-là aux appels des manifestants à le transférer à une administration civile. Ce jeudi, les routes menant au secteur étaient noires de monde après un appel à la mobilisation lancé par des militants sur les réseaux sociaux. L'ONG Médecins sans frontières a mis en garde ce jeudi contre la malnutrition qui frappe des réfugiés dans le sud de l'Éthiopie. Dans cette localité, près d'1 million de personnes qui ont fui des violences ethniques vivent dans des camps dans des conditions sordides. L'organisation humanitaire Médecins sans frontières, qui a soigné plus de 200 enfants atteints de malnutrition sévère au cours des 2 dernières semaines à Guédéo, dans le sud de l'Éthiopie,
a mis en garde contre la malnutrition qui frappe des réfugiés dans cette région. La situation dans ces camps est désastreuse tant pour l'hébergement que pour l'eau et l'hygiène. Selon l'ONG qui a lancé un appel à l'aide avant le début de la saison des pluies dans les prochaines semaines, la situation pourrait tourner à la catastrophe. Dans les régions de Guidi et de Guédéo, un vieux conflit foncier a débouché en avril 2018 sur des affrontements ethniques qui ont forcé près d'1 million de personnes à fuir leur foyer. La situation s'était apaisée et une partie des déplacés étaient rentrés chez eux dans ces régions productrices de café lorsqu'une nouvelle poussée de violence en mars dernier les a de nouveau chassés de leur foyer vers des camps surpeuplés. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, arrivé au pouvoir en avril 2018, après plus de 2 années de manifestations antigouvernementales, a lancé des réformes rapides et spectaculaires. Mais son début de mandat a également été marqué par un regain de violence ethnique qui ont forcé 1,8 million de personnes à quitter leur foyer dans le sud et dans l'ouest du pays. On passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Premier escale de la revue de presse Afrique d'aujourd'hui, le Niger, où le quotidien numérique nous apprend que la population de Difa proteste contre certaines mesures sécuritaires prises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Transfert des parcelles de Djibouti, on reste avec le quotidien numérique qui informe que les populations dénoncent un pillage du patrimoine national. Au Sénégal, manœuvre au palais pour le vote de la loi portant suppression de la primature. Vox Populi nous fait savoir que Babacar Diop accuse Macky Sall de haute trahison. Après une rencontre avec les boulangers, le mot d'ordre de la grève levé, écrit en manchette Le Soleil. Affaire des 94 milliards, enquête nous informe que le parquet affaune l'Assemblée en action. Liberté de la presse, le Togo progresse de 10 points sur le plan mondial, peut-on lire à la une de TM Togo Matin. Autre destination, la Côte d'Ivoire, où Fraternité Matin nous apprend qu'un projet d'investissement de 1658 milliards de francs CFA est soumis au gouvernement ivoirien pour financer la santé. Conquête du pouvoir en 2020, Guillaume Soro sur les traces de Laurent Gbagbo, écrit en titre Le Sursaut. Puis au Burkina Faso, Hajj 2019, le gouvernement accorde une subvention de plus d'1 milliard aux pèlerins, nous fait savoir le pays. 24 heures de grève de la CNSE, le quotidien souligne la forte mobilisation des enseignants. Voilà, ce sera tout pour la revue de presse Afrique d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à bientôt. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.